Chapitre 18. Récit continué par le docteur. Fin de la première journée de combat. Nous franchîmes à vive allure l'étroite bande de terrain boisé qui nous séparait de la palissade. À mesure que nous avancions, les voix des boucaniers résonnaient plus proches. Bientôt nous entendîmes le bruit de leurs pas pressés et le craquement des branches quand ils traversaient un fourré. Je commençais à comprendre que nous allions avoir une sérieuse escarmouche et je vérifiai mon amorce. « Capitaine, dis-je, Trelawney est un tireur sans rival. Donnez-lui votre fusil. Le sien est inutilisable. » Ils échangèrent leurs armes et le châtelain, silencieux et froid comme il n'avait pas cessé de l'être depuis le début de l'affaire, s'arrêta un instant pour s'assurer que son fusil était prêt à servir. À ce moment, m'étant aperçu que Gray n'avait pas d'arme, je lui tendis mon coutelas. Cela nous mit du baume dans le cœur de le voir cracher dans ses mains, froncer les sourcils et faire siffler la lame dans l'air. Toute son attitude montrait que notre nouvelle recrue valait le pain qu'elle mangeait. 40 pas nous amenèrent à la lisière du bois en vue de la palissade. Nous atteignîmes celle-ci au milieu du côté sud, et presque au même instant, 7 mutins, commandés par Job Anderson, le maître d'équipage, arrivèrent à fond de train à l'angle sud-ouest. Ils s'arrêtèrent en nous voyant comme frappés de stupeur. Sans leur laisser le temps de se ressaisir, le châtelain et moi nous fîmes feu, imités aussitôt par Hunter et Joyce à l'abri dans le fortin. Les 4 coups formèrent une salvacée irrégulière, mais ils furent efficaces. Un de nos adversaires tomba, les autres, sans hésiter, tournèrent les talons et disparurent sous les arbres. Après avoir rechargé nos armes, nous descendîmes le long de la palissade pour voir l'ennemi abattu. Il était raide mort, tué d'une balle en plein cœur. Nous commencions à nous réjouir de notre succès lorsqu'un coup de pistolet retentit dans la brousse. Une balle siffla à mon oreille et l'infortuné Tom Redruth trébucha et s'abattit de tout son long. Le châtelain et moi ripostâmes aussitôt, mais comme nous n'avions pas de cible, il est probable que nous gâchâmes notre poudre. Après avoir rechargé, nous nous occupâmes du pauvre Tom que le capitaine Gray examinait déjà. D'un coup d'œil, je vis qu'il était perdu. Notre prompte riposte avait dû disperser à nouveau les mutins, car nous pûmes, sans être inquiétés, hisser le vieux garde-chasse par-dessus la palissade et le transporter dans le fortin, gémissant et saignant. Depuis le début de nos malheurs jusqu'à ce moment-là, le pauvre vieux n'avait pas ouvert la bouche une seule fois pour s'étonner ou se plaindre, pour manifester ses craintes ou son approbation. Il avait tenu son poste derrière son matelas, dans la coursive, avec une fermeté toute romaine. Il avait exécuté tous les ordres sans souffler mot, avec beaucoup de soin et de ténacité. Il était de 20 ans plus âgé que nous tous, et maintenant ce vieux serviteur bourru et dévoué allait mourir. Le châtelain s'agenouilla à son côté, puis lui baisa la main en pleurant comme un enfant. « C'est-il que je m'en vas, docteur ?» me demanda le blessé. « Tom, mon ami, vous arrivez au terme du voyage. » J'aurais bien voulu leur faire tâter un peu de mon fusil avant de partir. Tom, implora le châtelain, dites-moi que vous me pardonnez. Ça serait-il convenable de moi à vous, monsieur? Enfin, puisque vous le voulez, ainsi soit-il. Amen. Après un court silence, il demanda si quelqu'un ne pourrait pas lire une prière. C'est l'habitude, monsieur, déclara-t-il en manière d'excuse. Quelques instants plus tard, sans ajouter un mot, il rendit l'âme. Pendant ce temps, le capitaine, dont la poitrine et les poches m'avaient paru prodigieusement gonflées, en avait sorti plusieurs objets hétéroclites. Un pavillon britannique, une bible, un rouleau de corde assez forte, une plume, de l'encre, le journal de bord et plusieurs livres de tabac. Ayant trouvé dans l'enclos un grand sapin abattu et ébranché, il l'avait dressé avec l'aide de Hunter à un coin du fortin où les troncs entrecroisés formaient un angle. Puis, ayant grimpé sur le toit, il avait déployé et hissé le pavillon de ses propres mains. Cela sembla lui apporter un grand réconfort. Ensuite, il rentra dans le fortin pour procéder à l'inventaire de nos provisions comme si rien d'autre n'existait. Mais pourtant, il ne perdit pas Tom de vue, car lorsque celui-ci eut rendu l'âme, il s'avança avec un autre pavillon qu'il étendit pieusement sur le cadavre. « Ne vous affligez pas, monsieur, » dit-il en serrant la main du châtelain. Tout est bien pour lui. Il n'y a rien à craindre pour un homme qui est tombé en accomplissant son devoir envers son maître et son capitaine. Ce n'est peut-être pas de la bonne théologie, mais c'est un fait.
Ensuite, il me prit à part et me demanda « Docteur, dans combien de semaines attendez-vous l'arrivée du bateau de secours ?» Je lui répondis que ce n'était pas une question de semaines, mais de mois. Blandly devait envoyer à notre recherche si nous n'étions pas rentrés à la fin août. Ni plus tôt, ni plus tard. « Vous pouvez faire le calcul vous-même, ajoutai-je en guise de conclusion. « Oui, bien sûr, déclara-t-il en se grattant la tête. Et je dois vous avouer, monsieur, que même en tenant compte largement des dons de la Providence, nous sommes vraiment au plus près. » Qu'entendez-vous par là ? J'entends qu'il est fort regrettable que nous ayons perdu notre seconde cargaison. Pour la poudre et les balles, cela ira, mais les rations sont très maigres. Si maigres, docteur, qu'il vaut peut-être mieux pour nous avoir une bouche de moins à nourrir. Et il montra du doigt le cadavre étendu sous le pavillon. Juste à ce moment, un boulet passa en sifflant bien au-dessus du toit du fortin et tomba lourdement dans le bois loin derrière nous. « Oh oh !» s'exclama le capitaine. « Tirez tant que vous voudrez, mes gaillards. Vous n'avez déjà pas tellement de poudre. » Au deuxième essai, le canon fut mieux pointé. Le projectile tomba dans l'enclos, mais sans faire d'autre dégâts que de soulever un nuage de sable. « Capitaine, dit le châtelain, le fortin est complètement invisible de la goélette. Il doit viser le drapeau. Ne serait-il pas plus sage de l'enlever ? » « Amenez mes couleurs, monsieur ! Non, jamais, jamais de la vie !» Dès qu'il eut dit ces mots, je crois que nous fûmes tous d'accord avec lui. En effet, outre qu'il exprimait là un sentiment courageux digne d'un bon marin, il se montrait excellent stratège en faisant voir à nos ennemis que nous méprisions cette canonnade. Leur feu continua pendant toute la soirée. Les boulets tombaient généralement en deçà ou au-delà du fortin. Certains faisaient voler le sable dans l'enclos, mais les mutins devaient pointer si haut que leurs projectiles s'enfonçaient mollement dans le sol. En conséquence, nous n'avions pas à craindre de ricocher. À vrai dire, un boulet perça le toit et le plancher du fortin, mais nous nous habituâmes très vite à ce jeu brutal et n'y fîmes pas plus attention que s'il s'était agi de balles de cricket. « Il y a une seule bonne chose dans tout cela, » déclara le capitaine. « Le bois devant nous est probablement libre. La marée a beaucoup baissé depuis notre arrivée. Nos provisions doivent être à découvert. Je demande des volontaires pour aller chercher du porc. » Gray et Hunter s'avancèrent les premiers. Bien armés, ils sortirent furtivement de l'enclos, mais leur entreprise se révéla inutile. Les mutins étaient plus hardis que nous ne l'avions imaginé, ou bien ils avaient toute confiance dans les talents de canonniers d'Israël Hens. En effet, 4 ou 5 d'entre eux, pataugeant dans l'eau, s'affairaient à transporter nos vivres dans une des yoles qui se trouvait tout près et qu'un rameur maintenait ferme contre le courant à petits coups d'aviron. Silver, assis à l'arrière, commandait la manœuvre. Chaque mutin avait un fusil provenant d'une réserve connue d'eux seuls. Le capitaine s'assit pour rédiger son journal de bord et écrivit les lignes suivantes. Alexandre Smollett, capitaine, David Livesey, médecin du bord, Abraham Gray, charpentier en second, John Trelawney, armateur, John Hunter et Richard Joyce, domestiques de l'armateur, terriens, seuls membres de l'équipage du bateau qui soient restés fidèles, munis de vivres pour 10 jours à demi-ration, ont débarqué aujourd'hui et hissé le pavillon britannique sur le fortin de l'île au trésor. Thomas Redruth, domestique de l'armateur, terrien, a été tué par les mutins. Jim Hawkins, Moose... Au moment même où je me demandais ce qu'était devenu le pauvre garçon, un appel s'éleva du côté de la terre. « Quelqu'un nous hèle !» dit Hunter qui était de garde. « Docteur ! Monsieur Trelawney, capitaine ! Oh là ! Hunter, est-ce vous ?» criait une voix. Je courus à la porte juste à temps pour voir Jim Hawkins sain et sauf escalader la palissade.